Qui étaient les magnats de la finance? Rockefeller, Walker, Baruch, Mellon, Dillon, Ford, Harriman, Bush, etc. En 1921, Prescott Bush, le fils de Samuel Prescott Bush, responsable des industries d'armement, épousa la fille de George Herbert Walker, un grand financier. En 1924, c'est la naissance de George Herbert Walker Bush. En 1934, à la demande de J. Edgar Hoover, patron du FBI, le Nye Munition Committee est formé pour démontrer qu'il y avait eu complot entre les industries d'armement et les banques durant la Première Guerre mondiale. Il n'y aurait pas eu ben à chercher loin. Juste George Herbert Walker Bush, c'est la preuve. En 1934, en Pologne, près de la ville de Oświęcim, dans l'une des régions les plus riches en minerais, la société appartenant à Prescott Bush, Harriman, Fritz Tyson et leurs associés, la Consolidated Silesian Steel Corporation, est accusée par le gouvernement polonais de fraude, de comptabilité fictive et d'évasion fiscale. L'année suivante, Prescott Bush conclut une entente avec le gouvernement polonais et la Consolidated Steel a pu continuer à piller la Pologne pour fabriquer des chars d'assaut, des avions et des explosifs qui serviront à l'Allemagne et Hitler pour envahir la Pologne 5 ans plus tard. En 1936, le comité Nye a réussi à démontrer que pendant la Première Guerre mondiale, des pressions ont eu lieu sur le président Wilson pour qu'il intervienne dans le conflit. La conclusion de la commission est que les États-Unis sont entrés en guerre parce que c'était dans leurs intérêts monétaires que l'Angleterre gagne. Mais ma conclusion à moi, c'était une façon d'affaiblir le contrôle britannique sur le Moyen-Orient pour ensuite prendre possession de ce contrôle. C'est drôle, c'est à Auschwitz que Hitler fera construire en 1939 le premier camp de concentration qui entrera dans l'histoire, sous le nom allemand de Auschwitz, qui veut dire la petite ville, compris dans l'immense complexe d'Ig Farben. Dès la fin de 1941, le camp sera également utilisé pour les travaux forcés. Les prisonniers valides travaillaient comme des esclaves dans les mines et les usines de la Consolidated Steel. Pendant la guerre, la société est rebaptisée la Silesian American Corporation, totalement contrôlée par Bush et Harriman, qui empochent l'argent fourni par des milliers d'esclaves d'Auschwitz. Après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, le gouvernement américain interdit le commerce avec l'ennemi. Ça s'appelle Trading with the Enemy Act. Le 22 octobre 1942, les actions de l'Union Banking sont saisies, y compris celles de Bush et Harriman. Harriman et Bush, amis personnels de nombreux dirigeants du Troisième Reich, sont dénoncés comme collaborateurs nazis. Un mois plus tard, le gouvernement reprend aussi la Silesian American Corporation. Mais Prescott Bush conserve sa fonction jusqu'en 1943 grâce au soutien de son avocat, Allen Dulles, un des architectes de la future CIA. En 1942, Bush perd tout et cesse de supporter Hitler dû à l'enquête de la commission Nye, demandée par Hoover. Mais, juste 4 ans plus tard, Prescott Bush, devenu sénateur, finançait politiquement son jeune politicien favori, Richard Nixon. Et des documents prouvent que Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, a déjà travaillé pour Nixon. C'est Nixon qui, par un intermédiaire, a engagé Conley, celui qui était dans la voiture avec Kennedy. Tout ça manigancé et financé par l'entourage des Bush. En 1947, création de la défense américaine avec Allen Dulles comme architecte. Prescott Bush, qui faisait affaire avec le Troisième Reich depuis longtemps, mais tout commerce avec l'Allemagne ayant été interdit, les sociétés de Bush furent placées sous séquestre par le gouvernement de Roosevelt après l'entrée en guerre des États-Unis. C'est alors qu'une constellation d'entreprises internationaux furent créées pour contourner la législation. Bush et compagnie installa aux Pays-Bas des sociétés de blanchiment d'argent du crime, dont la Consolidated Silesian Steel Corporation, propriétaire de l'usine d'Auschwitz. Les profits réalisés furent gérés par Fritz Tyson jusqu'à sa mort en Argentine en 1951. 1,5 million fut alors récupéré par Prescott Bush via l'Union Banking Corporation et placé dans une société anonyme créée pour l'occasion, l'Overbuy Development Company, active dans le commerce du pétrole et dans les brevets pétroliers.
Légué à George Herbert Walker Bush, 2 ans plus tard, il crée Zapata Offshore Company. La firme exploitera les premiers puits de pétrole au large de Cuba, du Koweït et qui plus tard obtiendra des intérêts au Qatar et en Égypte. George Herbert Walker Bush avec Zapata Offshore Oil était positionné dans le milieu des opérations de la CIA près de l'île de Quezal, point de ravitaillement pour les attaques terroristes sur Cuba contre Castro, comme Opération Mongoose 40 Alpha 66. Allen Dulles, ancien avocat de Prescott Bush qui travaillait pour la firme Sullivan & Cromwell, est devenu en 1953 le premier directeur civil de la CIA. C'est également le jeune frère de John Dulles, secrétaire d'État sous Eisenhower. Dulles planifiait l'attaque de la baie des Cochons à Cuba. C'est une attaque terroriste pour renverser le gouvernement de Fidel Castro, pensée par Dulles, poussée par Nixon et acceptée par Eisenhower. Le nom de code, c'est Opération Zapata. Mais qui serait assez stupide pour nommer une opération secrète avec un nom de code pareil à celui d'une compagnie existante? Le 15 avril 1961, c'est le déclenchement de l'opération Zapata. Au dernier moment, les ordres provenant de la Maison-Blanche pour canceller le support aérien des Cubains exilés pour l'invasion de Cuba est donné. 1500 exilés cubains débarquent dans la baie des Cochons. L'opération est un échec total. Les exilés sont tués ou faits prisonniers. Kennedy est contraint de négocier leur libération contre 53 millions de dollars. John Kennedy déclare assumer seul la responsabilité du désastre de la baie des Cochons, mais en privé, il déclare que la CIA lui a menti sur toute la ligne. Le 27 avril, le speech à Kennedy contre le nouvel ordre mondial est celui-ci. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. Suite au fiasco répété de la CIA, dont l'échec désastreux de la baie des Cochons, la crédibilité de la CIA était en chute libre. Dulles faisait face à des critiques grandissantes de la part de Kennedy. En septembre 61, Kennedy force tout le monde de la CIA, Allen Dulles et compagnie, à remettre leur démission. En 1962,
Kennedy refuse le projet Northwood.